va voir donc Catherine Olivet qui va nous présenter cette nouvelle version de la charte. Pour nous, la charte, ce n'est pas un document uniquement papier, c'est vraiment une résolution. Elle a été distribuée à 15 000 exemplaires papier, mais également énormément téléchargée. Et on avait pris un engagement en 2007, c'est de la revoir, non pas de la revoir d'une manière solitaire, mais beaucoup de gens nous ont envoyé des emails, contribuent à utiliser la charte au quotidien sur tel et tel article pour faire des formations. Donc on a pensé qu'il était important de la revoir, de la repenser. Et puis dans un deuxième temps, on aura la visite de Claude Evin, donc le directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, qui nous parlera aussi de ses implications par rapport à la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire tous ses choix, probablement en tant que directeur général d'une structure importante. Puis ensuite, on abordera d'une manière non pas classique, parce que chaque fois il y a des renouvellements, nos approches autour d'une thématique particulière. Ne soyez pas déçus, la soirée elle va passer très très rapidement, mais il y aura d'autres rendez-vous, vous verrez, dans les semaines et dans les mois prochains. Voilà, je donne la parole à Catherine en la remerciant avec son groupe pour tout le travail qu'elle fait. Vous allez voir à quel point elle est remarquable. Vous vous souvenez tous que celle de 2007, elle était rose. Celle-là, elle est bleue. Et ça n'est pas qu'une affaire de couleur, bien évidemment. Et très loin de là, elle s'inscrit dans une continuité de regards et de richesses qui se sont accumulées au fur et à mesure de ces années. Alors, elle s'inscrit aussi, bien sûr, dans des engagements forts antérieurs de grands organismes. Alors, bien sûr, je citerai en premier le plan Alzheimer 2008-2012, qui a été issu du travail du rapport du professeur Joël Ménard, qui est avec nous ce soir. Et c'est vrai qu'elle s'inscrit dans des engagements très forts qui avaient été pris et qui ont été pris dans ce plan Alzheimer vis-à-vis de l'éthique et de la personne malade. Elle s'inscrit aussi dans d'autres grandes déclarations. Celle-ci, c'est la déclaration de Barcelone qui date de 1998. Donc vous voyez que ce qui est souvent notre thème principal, qui est la vulnérabilité des personnes malades, particulièrement quand elles souffrent d'atteintes cognitives, cette vulnérabilité, elle est déjà très forte. Cette reconnaissance de la vulnérabilité, elle apparaît dans la déclaration de Barcelone. Vous voyez, même le terme de droit positif est pris vis-à-vis de ce qu'on doit à ces personnes malades. On retrouve aussi ces engagements éthiques dans la déclaration de l'UNESCO en 2005, le respect de la vulnérabilité. C'est ce mot-là qui nous frappe probablement tous. Les individus et les groupes particulièrement vulnérables devraient être protégés et l'intégrité personnelle des individus concernés devrait être respectée. Donc c'est vraiment des engagements mondiaux, des engagements internationaux vis-à-vis de l'homme vulnérable. On le retrouve aussi dans la conférence de consensus sur l'accompagnement de fin de vie, qui a été l'objet de notre journée mondiale, de notre soirée mondiale il y a 2 ans, en 2008, qui est effectivement tous ces enjeux des derniers temps, des ultimes temps de la vie, et la prise en considération de besoins fondamentaux que des personnes malades de type Alzheimer ne sont plus à même d'exprimer par elles-mêmes directement dans un langage accessible à tous. Donc notre devoir, là aussi, de la grande vulnérabilité jusqu'au dernier temps de la vie. Et puis voilà, c'est une déclaration du professeur Didier Sicard dans la lettre de l'espace éthique en 2002. Donc là aussi, ça s'inscrit dans une histoire d'engagement. Prendre soin, là c'est l'engagement des professionnels du soin. Prendre soin, c'est donc assumer notre métier pour en faire peut-être le dernier rempart face à l'indifférence de notre monde, le dernier refuge de l'humanité de notre société. Et je crois que ces phrases-là, début du XXIe siècle, reçoivent peut-être parfois un écho encore plus puissant aujourd'hui en 2010 quant à l'indifférence du monde. Voilà cette charte. Nous sommes, on retrouve des mots forts. Il faut que je vous explique un petit peu. C'est tout au long de l'année, entre 2006, où nous avons commencé à travailler sur la première charte, et aujourd'hui, c'est tout au long de l'année qu'on a cherché, gratté, qu'on sait que de temps en temps fait un peu mal, tellement on grattait.
et puis que ça s'inscrivait dans d'autres réflexions, dans la multiplicité des regards, et donc on a avancé sur certains mots, sur certains choix qui nous paraissaient extrêmement importants, et en particulier deux mots forts qui sont exclusion et discrimination. Ça a beaucoup été le fondement d'un certain nombre de nos travaux et du temps que nous y avons consacré. Alors, la grande particularité, en dehors d'avoir changé de couleur, en dehors d'avoir retravaillé certains mots et réactualisé, par exemple, quand nous avons travaillé la première charte éthique, nous n'avions pas parlé, parce que ça n'était pas en application, du mandat de protection future. Hein. Nous n'avions parlé que de la personne de confiance, par exemple. Là, nous avons évoqué, bien sûr, la place de ce mandat quand on est en face de la grande vulnérabilité. Et donc, on a réactualisé certaines choses, et on a surtout modifié l'ordre des articles. L'ordre des articles, ça n'est en aucune façon hiérarchiser des articles qui seraient plus importants ou mieux que d'autres. Pas du tout, ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Nous avons modifié leur ordre parce que ce qui avait éclairé nos travaux la première fois, c'était l'engagement des soignants vis-à-vis des personnes malades en fonction de leur métier, de leur profession, de leur engagement professionnel, de leur déontologie et de leur éthique. C'est-à-dire, c'était les professionnels qui s'engageaient pour les malades. Cette charte 2010, parce qu'elle a correspondu à l'évolution de nos chemins, hein, et de l'addition de tous nos regards, elle a placé en tout premier l'engagement du soignant vis-à-vis de ce que le malade attend. C'est lui qui dit ce qu'il a besoin. C'est pas le professionnel qui dit voilà ce que je dois donner. C'est d'abord le malade qui dit ce dont il a besoin. C'est-à-dire qu'on a replacé autrement pour que les premiers articles correspondent aux besoins du malade et non pas vis-à-vis duquel le professionnel s'engage. Donc c'est pour ça que vous retrouvez en tout premier ce droit à ressentir, désirer, refuser, parce que c'est un droit qu'il aurait souvent refusé, justement, parce que être Alzheimer, ça n'est pas devenir totalement incompétent sur tous les sujets. Alzheimer n'est pas synonyme d'incompétence, même s'il y a des champs de vulnérabilité, même s'il y a des champs de perte. Un malade Alzheimer, jusqu'au dernier moment de sa vie, reste compétent, au moins, dans un certain nombre de champs, et en particulier celui de ressentir, bien sûr, et qu'il va manifester, celui de dire non, il a aussi le droit à certaines choses. Voilà, c'est la première attente des malades qui nous a paru essentielle, que tout le monde, que ça saute aux yeux en tout premier. Je redis, ça n'est pas une hiérarchie, c'est ce qui doit d'abord arriver à votre esprit quand vous lisez la charte. Respecter le choix, respecter ses biens et ses choix matériels, parce qu'on ne vit pas que de soins, on ne vit pas que de comprimés, de piqûres ou de toilettes bien faites. On vit aussi parce qu'on est entouré de personnes qu'on aime, qui vous aiment, et on vit aussi parce qu'on est entouré d'objets, de choses qui sont l'histoire de votre vie, les repères de votre vie, et que toute défaillance et toute malhonnêteté vis-à-vis de ce qui est le cocon le plus intime des souvenirs de la personne malade devient intolérable quand il s'agit de personnes vulnérables. Respecter les liens affectifs, ça paraît effectivement évident, mais c'était à placer en premier dans vos regards, c'est-à-dire que ce sont avant tout des hommes et des femmes qui aiment, avant d'être votre patient, avec le vous possessif. Respecter la liberté de conscience, mais cet article-là, il a surtout comme objectif de faire prendre conscience à tous qu'un malade, aussi malade soit-il, a toujours ce champ de compétences, qu'il va pouvoir faire certaines choses, qu'il a encore des possibilités
du moment qu'on le met dans les conditions les plus favorables pour pouvoir les mettre en œuvre. Et la liberté, c'est aussi de pouvoir toujours faire quelque chose, un petit quelque chose peut-être, mais quelque chose qu'on souhaite et qu'on veut faire, même si on est un grand malade. Et puis, là, on arrive sur les engagements des professionnels qui s'engagent comme professionnels, avec leurs compétences de professionnels et avec des mots clés qui me paraissent tellement essentiels dans cette maladie qui est emblématique. C'est une maladie des vieux. Or, éthiquement, toute discrimination par l'âge n'est pas acceptable. Quand c'est une discrimination, bien sûr, pas quand c'est rendre un meilleur service. Et puis, toute discrimination liée à une maladie qui traîne obligatoirement parce qu'elle est cruelle et qu'elle est difficile. Je ne veux pas m'en occuper parce que c'est un Alzheimer, ou j'ai peur de m'en occuper parce que c'est un Alzheimer. Ce sont des choses que l'on ne peut pas s'autoriser quand on répond à un enjeu de société comme celui-là, un enjeu professionnel et un enjeu éthique. Toutes les discriminations sont inacceptables, sous toutes les formes, pas que celle du soin. Voilà, l'engagement, vous aurez une intervention d'un membre du groupe aussi là, sur cette intervention-là, qui est le devoir de toujours entretenir. Alors vous qui êtes ici, vous êtes les derniers auxquels on peut faire un reproche quelconque, puisque vous êtes là. Mais c'est vrai que ce devoir et cet engagement des professionnels pour toujours rechercher à améliorer et approfondir leurs compétences et leurs connaissances paraît un devoir essentiel face à la vulnérabilité. C'est un petit peu, vous savez, comme avec beaucoup de professeurs, quand il y a des réunions avec les parents d'élèves, ils disent on est désespérés parce que les parents qui viennent nous voir, c'est les parents des bons élèves. Et alors, c'est les autres qu'on aimerait voir. Voilà, alors c'est un peu comme ça ce soir pour moi. Vous êtes engagés puisque vous êtes là. J'aimerais que d'autres rejoignent ce devoir éthique de faire bénéficier toujours du meilleur de ce qu'on peut donner dans sa vie professionnelle. Il y a tous ces enjeux qu'on avait vus donc dans ce colloque il y a 2 ans, qu'on avait approfondi, qu'on a bien évidemment toujours présent à l'esprit, famille et professionnel, qui est l'accompagnement jusqu'au terme de la vie. Monsieur Leonetti a participé à notre colloque il y a 2 ans. C'est vrai que nous avons tous aussi ce devoir de non-abandon, ce qui n'a strictement rien à voir avec l'acharnement. Le non-abandon, ça recouvre bien d'autres choses que uniquement faire des piqûres ou faire des soins invasifs. Ça va bien évidemment au-delà. Et le non-abandon d'une personne vulnérable est un des grands enjeux éthiques de notre 21e siècle, qui est quand même un peu individualiste. Je l'ai dit tendrement. Alors, voilà, c'est l'intervention de monsieur le professeur Joël Bénard. C'est le droit de la personne malade de bénéficier de la recherche, de ses progrès, jusqu'où, comment l'intégrer à ça. Bien évidemment que c'est la demande de tous, et pas que des grands chercheurs. Les familles, et j'en suis témoin, attendent bien évidemment tout ou presque de la recherche, mais comment ? Mais à quelles conditions, avec quelle protection, avec quel respect et quelle humilité face à la vulnérabilité des malades peut-on les engager dans la recherche? C'est un devoir que tout chercheur doit bien évidemment se poser. Il ne peut pas y avoir de recherche dans la grande vulnérabilité sans qu'un chercheur se gratte la tête, se questionne et s'interroge. Il ne s'interroge jamais tout seul pour ne pas se donner tout seul la bonne réponse qui lui fait plaisir. Et puis voilà, et ben le dernier engagement, qui n'est pas le dernier du tout en termes de priorité, qui est simplement celui qui arrive, parce que c'est voilà, c'est le symbole de tout ce que nous faisons depuis 11 ans maintenant, 12 ans, qui est de contribuer chacun où on peut, chacun où on veut, chacun où c'est possible,
depuis n'importe quel endroit du monde soignant ou du monde de l'accompagnement, chacun être un témoin, un porte-parole des engagements éthiques, de la nécessité de toujours associer l'éthique à tout ce qui va être fait, prévu, organisé ou choisi ou décidé. Voilà les événements qui nous ont conduits à refaire cette charte. C'est vrai que nous avions une conscience particulièrement aiguë quand on a travaillé de ce devoir de sollicitude de la société. C'est quelque chose que le plan Alzheimer, ce 3e plan Alzheimer, a vraiment fait émerger de façon visible les différents champs de sollicitude et les différents champs de devoir de la société des soignants, mais la société des politiques, la société des familles, tous ceux qui forment ce groupe autour de et pour un malade. Et ce devoir de sollicitude, il apparaît clairement dans ce 3e plan. Je ne vous dis pas qu'il marche obligatoirement et qu'il aboutira, finalisé merveilleusement en 2012. Il apparaît enfin comme un devoir de tous. C'est le devoir des soignants, bien sûr, je pense au diagnostic, à la recherche, aux soins, mais c'est le devoir du social, avec tout ce qu'on peut mettre en œuvre autour et pour le malade et pour ses aidants, la sollicitude vis-à-vis des aidants. C'est une véritable découverte du 3e plan, ça je témoigne en connaissance de cause. Ce devoir de sollicitude, pas simplement dans le soin, mais aussi dans qui va l'aider, qui va le soutenir, qui va l'accompagner, qui va éclairer sa vie, qui va lui apporter un temps de bonheur. Et puis les devoirs aussi de tous les citoyens dans la cité. Je pense très fortement à des villes qui se sont réellement engagées dans une démarche. Parce que le malade et sa vulnérabilité dans la cité, ça va depuis des... Mais c'est pas que lui, mais d'autres aussi. Mais ça va jusqu'à des trottoirs en bon état pour qu'on puisse marcher sans tomber. Et puis des bancs pour s'asseoir quand on est un malade qui ne peut plus marcher ou qui a du mal à marcher. Ça passe aussi par la sécurité. Pouvoir sortir de chez soi, sécurisé, pouvoir être entouré de sollicitude par le pharmacien, etc. Si je suis perdue et le voisin, si je n'arrive pas à retrouver ma maison, c'est toute la société civile qui est en jeu face aux immenses champs de la vulnérabilité Alzheimer. Donc je crois que c'est vraiment tout ce chemin-là qu'on a essayé de faire avec vous. Le jour mondial Alzheimer, depuis 1999, c'est notre premier jour mondial Alzheimer, 21 septembre 1999, mais bien évidemment à d'autres occasions, dans des formations professionnelles et universitaires et dans des colloques qui avaient lieu, et dans un partenariat aussi. C'est quelque chose qui nous a paru aussi une évidence, c'est que la maladie d'Alzheimer était assez emblématique, bien sûr, du carrefour de toutes ces vulnérabilités. Mais elle n'était pas la seule, loin de là. Et même si le plan Alzheimer parle de maladies Alzheimer et maladies apparentées, il y a encore d'autres maladies beaucoup moins fréquentes, mais qui sont aussi dans ce chemin de l'immense vulnérabilité. C'est pour ça que nos 2 derniers colloques, de 2008 et de 2009, c'était « et autres maladies neurologiques ». C'est-à-dire créer des ponts, des passerelles avec l'expérience des autres, pour permettre à eux d'accéder à ce qu'on avait avancé et dégagé dans le champ de l'Alzheimer, mais nous, de nous enrichir d'autres compétences dans le champ des accidents vasculaires cérébraux, dans le champ de l'ASLA, dans le champ d'autres maladies dont on voit bien qu'il y a des enjeux éthiques, de la vulnérabilité, de l'exclusion, qui sont extrêmement proches les uns des autres. Voilà. Je voudrais conclure bien sûr, voilà, la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'UNESCO, qu'il soit traité de façon juste et équitable. Alors ça, on va en reparler de cet article-là avec M. Claude Évin, puisque c'est le directeur général de l'ARS, c'est lui qui va aborder cet aspect de l'équitable dans le traitement des personnes malades. Je voudrais juste prendre 2 secondes. D'abord, pour vous parler de ce drôle de groupe éthique dont, voilà, ça fait des années que vous venez, que vous entendez parler du groupe éthique et vieillesse qui travaille au sein de l'espace éthique, puis je me suis rendu compte tout d'un coup que vous n'en connaissiez rien ou presque.
À part un peu ma tête, c'est à peu près tout. Alors, il a quelques particularités, ce groupe, pour lequel je ne peux que dire des remerciements. Voilà, même le mot ne me vient pas à moi. Il a, je dirais peut-être 3 grandes particularités, ce groupe. Il est extraordinairement dans le champ de la vertu éthique, puisqu'il a multiplié les regards. Du professeur, chef de service, médecin généraliste, médecin en EHPAD, infirmière, formatrice. Et puis alors nous avons une cerise sur le gâteau dans notre groupe. Nous avons Armelle Debru, qui va vous parler après tout à l'heure. Armelle Debru, elle n'est pas médecin, elle n'est pas soignante, elle est un formidable professeur d'histoire de la médecine, elle est surtout une grammairienne extraordinaire. Et alors, c'est elle qui nous accompagne quand un mot nous embête, quand on a du mal, nous, à trouver, voilà, elle nous accompagne pour qu'on gratouille bien. Qu'est-ce qu'il a comme, quel est son sens médical, quel est son sens vulgaire dans le vocabulaire courant, quels sont ses synonymes. Elle nous oblige à toujours gratouiller nos mots, jamais se satisfaire avec sa compétence extraordinaire. Ce que je voulais vous dire de ce groupe éthique, sa première vertu, c'est bien évidemment la multiplicité des regards. C'est sa première vertu éthique. De partout. Et sa deuxième vertu éthique, c'est leur engagement. Je voudrais vous dire quand même que tous participent chaque mois. Alors, nous sommes à peu près une vingtaine, il n'y a pas 20 personnes tous les mois, parce qu'il y a quand même que des gens qui ont de grosses responsabilités. Mais ils viennent tous les mois, on n'est jamais moins de 8, hein, c'est au minimum 8. Ils prennent parfois le train de loin, ils viennent d'autres régions que de l'Île-de-France. Et puis quand ils viennent d'Île-de-France, comme on se réunit à 5h30, ils ont la joie aussi de mettre autant de temps que ceux qui viennent de loin, parce qu'ils sont dans les embouteillages. Donc c'est leur engagement de fidélité extraordinaire qui me touche chaque mois. Et la troisième vertu éthique de ce groupe, c'est leur humilité. Quand nous sommes réunis sous l'accueil affectueux et chaleureux d'Emmanuel, il n'y a pas de parole qui soit plus forte que l'autre. Il n'y a pas le professeur qui dit « moi je suis le professeur et c'est moi qui sais ». Chacun apporte et avec humilité accepte d'être contredit, voilà. Il n'y a pas de hiérarchie de la valeur de la parole. Chacun d'entre eux, où il est, a le droit et la même valeur de parole. Et le summum de la cerise sur le gâteau, pour conclure, la preuve vivante, je dis bien vivante, de cette humilité, eh bien, c'est qu'ils acceptent, tous ces hommes et ces femmes de grandes compétences. Ils acceptent que ce soit une simple bénévole, qui n'a ni diplôme ni qualification particulière, qui viennent, entre guillemets, coordonner leur travail. Ils l'acceptent de moi, je les importune, je les titille, parfois je les, comment dit-on quand on fait souffrir quelqu'un, je les martyrise, je les relance, je leur en demande un poil de plus. La preuve vivante de leur extraordinaire humilité, c'est qu'ils acceptent que ce soit moi qui les coordonne. Et je voudrais leur en remercier vraiment avec beaucoup d'émotion. Merci à vous.